Pour nous présenter rapidement, donc Nicolas Mercatilli, donc fondateur de la société EasyRank, qui édite la plateforme semjus.com. Je suis également ambassadeur PrestaShop, ambassadeur SEMrush et formateur chez Google. Et moi, Damien Oulagnon, responsable de la plateforme Next Level. J'ai travaillé sur l'outil pendant pas mal de temps. Je m'en suis éloigné il y a à peu près, il y a à peu près 1 an, et là je suis de retour avec l'équipe de Semjus sur le tool. Alors, nous accompagnons de nombreuses marques à obtenir plus de visibilité sur le web. Via Semjus, nous proposons des stratégies de liens et de la rédaction web clé en main. Et on s'occupe de tout, de l'audit, de la définition des besoins, de la rédaction, de la publication, du suivi des résultats, etc. Et sur Next Level, des articles déjà positionnés sur Google qui vous transmisent, qui vous garantissent une transmission de jus immédiate. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de choses, de netlinking, d'IA, et on va commencer par revenir sur ce qui s'est passé fin 2023 avec toutes les updates. C'est un sujet d'actualité d'ailleurs. Ensuite, on reviendra sur ce qu'est le netlinking, Google face à l'IA, quel est son point de vue, comment il le traite, que ce soit le contenu texte ou de l'image. On va ensuite réfléchir à comment faire du netlinking dans le temps. Puis un petit passage sur des tips pour allier justement netlinking et intelligence artificielle. Et ensuite, on finira sur notre point de vue sur le linking de demain. Donc comme je disais, l'étape 1, c'est le retour sur les updates de 2023. Ici, comme on peut le voir, hein, les updates se sont enchaînés depuis le milieu de l'année dernière. Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est ce qui se passe à partir de septembre. Parce que les conséquences sont claires, nettes à ce moment-là. On a beaucoup de sites qui ont baissé en position, qui ont baissé en mots-clés de manière générale. Qui dit mots-clés dit trafic avec. Et comme je le disais, c'est un sujet d'actualité finalement, parce qu'on est en plein dans des nouvelles updates, la spam en l'occurrence et la core update. Donc nous, on a déjà un point de vue sur ce qui s'est passé en 2023, et ce qui se passe actuellement va plus ou moins dans la même direction. On a tendance à entendre dire que ce sont les sites de blogs, d'éditeurs de sites, de vendeurs de liens qui sont touchés. Finalement, oui et non, et je vais vous l'expliquer. Déjà, pour commencer, la première chose qui revient beaucoup, ce sont les sites généralistes. Comme on peut le voir sur les 2 premières impressions d'écran, oui, pile au 14 septembre, on a des sites généralistes qui chutent, mais quand on regarde juste en dessous, on voit aussi des sites thématisés. Ici, en l'occurrence, c'est un site dans le jardinage, mais j'ai également le contre-exemple avec le dernier screen qui montre qu'à partir du 14 septembre, un site thématique, en l'occurrence dans le transport, a grimpé en position. Le pourquoi du comment, en fait, ici, c'est des questions d'intention de recherche, finalement. Au départ, il était facile avec des blogs d'aller chercher des positions sur des sujets produits, typiquement. Rentrer dans des SERP produits, c'était encore assez facile. Aujourd'hui, il va falloir y aller avec vraiment de l'informationnel pur. À ce moment-là, on peut réfléchir comme quand on est sur une réflexion de maillage interne, se dire, OK, quels sont les éléments qui vont tourner, quelles sont les questions qui vont tourner autour de mon sujet principal produit, sujet travaillé par le client en face. Et à ce moment-là, on arrivera à avoir des positions. Et pour aller plus loin, ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui comme demain, c'est aussi mon point de vue avec les nouvelles updates actuellement en cours, c'est de venir mettre de l'expérience personnelle. Typiquement, si on est sur des questions autour de l'high-tech, comment installer telle application sur le téléphone, le mieux, c'est d'avoir des screenshots en exact, vraiment donner un tutoriel à l'utilisateur, et comme ça, on lui répond à 100%, et on a un contenu qui est 100% légitime. Là, on fait un focus sur les blogs, sur les sites éditeurs. Vous en avez sûrement sur vos sites de marque. Mais justement, il n'y a pas que les sites d'édition qui ont été touchés. On a également des requêtes beaucoup plus mainstream. Ici, à l'écran, on peut voir la requête Visa Cambodge, où ce qui m'intéresse à moi, c'est de voir de grosses évolutions dans le top 20, de voir que j'ai des URL qui sont out, de voir que j'ai des URL qui rentrent sur les 3 derniers mois de l'année. En fait, cette vue-là, c'est vraiment sur septembre à décembre.
Idem sur la vue installation pompe à chaleur, il s'est passé exactement les mêmes choses. J'ai des URL qui ont chuté, j'ai des -50, des -86. Et à l'inverse, au 1er janvier, j'ai des nouvelles URL qui sont rentrées. Pour finir, on a aussi la vue sur CBD où il se passe exactement la même chose. Par contre, sur ces requêtes-là, il faut quand même prendre un petit peu de recul. Moi, ce que je cherche à présenter ici, c'est comment me demander s'il n'y a pas un gros changement d'intention de recherche. Parce que je vois des gros mouvements. Qui dit gros mouvement me met la puce à l'oreille. Par contre, attention, il y a des SERPs qui ont tendance à beaucoup bouger dans l'année. Typiquement, le CBD, c'est le cas. Donc après, il faut prendre ce recul quand même, se dire quel est le mot-clé, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'il y a des actualités de manière générale avec. Et donc, comme je disais, finalement, que ce soit sur les parties blog ou sur les requêtes plus mainstream, la question qui va se poser, elle tourne autour de l'intention de recherche. Initialement, oui, on est d'accord, c'est optimiser sa balise titre, c'est travailler son contenu pour répondre à l'intention de recherche. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est de travailler son template. Ça va avec, parce que typiquement, si on prend l'exemple d'un site de voyage, s'il n'a pas au-dessus de la ligne de flottaison un moteur de recherche, on va se poser des questions. Les signaux UX seront pas bons. Ça fait très longtemps qu'on entend parler de SXO. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient réel, palpable, et si on ne suit pas de A à Z l'intention de recherche, on aura plus de mal. Et par intention de recherche, j'entends aussi bien pour l'utilisateur que Google. Il faut vraiment réussir à allier les deux ici. Petit rappel donc sur le netlinking. Google cherche depuis toujours à nous dissuader de faire des liens depuis de nombreuses années, et cela continue au travers de leur dernière récente communication. Il faut garder en tête que le lien reste le carburant de votre stratégie SEO. C'est ce qui va vraiment booster l'effet de vos différentes optimisations qui seront faites sur la partie SEO on-site. Et n'oublions pas que le lien reste le cœur et la base de fonctionnement de l'algo de Google. Il y a un ordre à respecter pour obtenir de bien meilleurs résultats. Le netlinking, il faut vraiment le voir comme une pyramide. C'est vraiment le dernier étage qui vient en complément des deux autres socles, la technique et la sémantique. Et pour ceux qui seront présents ce soir lors de la roulette SEO, on fera gagner un audit SEO on page qui permet justement de venir analyser tout ceci. Google face à l'IA, donc côté contenu et également netlinking. Il y a des pages qui vont perdre et des pages qui vont gagner, et cela a toujours été comme ça depuis longtemps. C'est ce qui est naturel et logique. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est lié à l'IA? Est-ce que c'est lié à une mise à jour? Il faut toujours avoir une vue d'ensemble et à long terme, et il faut se dire que c'est l'ensemble de la stratégie qui est réellement gagnante. Et donc ici, justement, dans ce sens-là, on est sur une approche de réassurance finalement, de se poser la question de est-ce que travailler avec des contenus en total IA ou de la mauvaise rédaction, c'est différent? Et à ce moment-là, comment gérer les liens entrants qui arrivent depuis ces pages-là? Je voulais revenir sur un petit échange anecdotique entre John Muller et un utilisateur sur Reddit en l'occurrence. La personne dit: j'ai reçu des centaines de milliers de liens depuis des pages en IA. Comment faire? Est-ce que je dois les désavouer? Qu'est-ce que je fais? Et John Muller répond simplement: c'est possible que ce soit pas de l'IA, et dans tous les cas, ce sera ignoré. Moi, ce qui m'intéresse dans cet échange, au-delà que ce soit John Muller, faut toujours prendre un petit peu de recul. Au-delà que ce soit ça, c'est surtout le fait qu'ils disent que ce serait ignoré, et en plus de ça, que c'est pas forcément de l'IA. Finalement, côté Google, la mauvaise IA ou de la mauvaise rédaction, c'est vu exactement de la même façon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire des contenus en total IA, effectivement, on a tendance à avoir des contenus qui soient pas les plus propres. On demande toujours à ce que ce soit retravaillé à minima, mais par le passé, il y avait beaucoup de contenus offshore qui étaient utilisés dans le netlinking. Le parallèle peut être assez facile à faire finalement. C'est OK, j'ai un contenu IA, j'ai besoin qu'il soit propre, ou à côté, j'ai un contenu humain.
la question à l'époque qu'on se serait posée avant l'arrivée de l'IA, c'était la même chose. En fait, j'ai un contenu humain, mais il faut qu'il soit propre. Bah, finalement, aujourd'hui, c'est exactement la même chose et Google les traite de la même façon. Et là, on va se pencher sur le fait d'avoir des images sur ces contenus justement qui nous font des liens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Telle est la question. Là, pareil, je reviens, c'est un post qu'avait fait John Mueller et justement, je vais montrer en quoi il faut prendre un certain recul sur ce qu'ils nous disent. Toujours est-il qu'il revenait sur le fait d'avoir des images en IA sur ces pages-là et le retour, c'était est-ce que ces images sont utiles ou pas à l'utilisateur? Et donc, on en revient finalement à ce qu'on présentait un petit peu plus tôt avec les questions d'intention de recherche. Typiquement, si j'ai une page sur de la photographie, les utilisateurs, ils vont vouloir retrouver des vraies images. Je suis expert en photo, avoir une image faite en full IA, ça va pas m'aider. Donc derrière, si ça aide pas à ce niveau-là, ça va pas forcément aider à une bonne intention de recherche non plus. Pour autant, on pourra avoir des pages qui rankent quand même. Après, pour avoir les meilleurs résultats possibles, on reviendra sur de l'UX à nouveau. Mais par contre, avoir des liens depuis ces pages-là, il n'y aura rien de mal du tout, faut pas s'en inquiéter. La démarche ici, c'est vraiment de faire de la réassurance. Pour avoir une page qui performe au mieux, oui, on répond à l'intention de recherche. Pour avoir une page dans un cadre de netlinking, on peut avoir des images en IA, il n'y aura pas de gros problèmes à ce niveau-là. Par contre, on est actuellement dans une grosse période de mise à jour, comme on disait. Et le souci, c'est que récemment, OpenAI a ajouté des métadonnées sur les images. Donc, quand on télécharge directement une image créée par DALL-E via ChatGPT, ces images-là ont des métadonnées, donc des données invisibles qui nous indiquent que ces images-là ont été créées par de l'intelligence artificielle, pardon. Comme je le disais juste avant, aujourd'hui, il n'y a pas de problème à avoir des images en IA. Par contre, demain, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que moi, je préfère être vigilant sur ça, et c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, de supprimer ces fameuses métadonnées qui sont ajoutées. Pour vérifier s'il y a des métadonnées ou pas sur l'image que vous avez, vous pouvez aller sur le site qui est présenté juste en dessous pour le vérifier. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs options. Soit vous faites une simple capture d'écran de cette fameuse image-là, comme ça, on est sur une image neuve, on ne sait pas d'où elle provient. Ou bien vous pouvez aussi utiliser un outil en ligne type TinyPNG qui permet de compresser le poids de l'image. Et en plus de ça, ça vous en recharge une nouvelle qui, à ce moment-là, n'aura plus du tout ces fameuses métadonnées. Et désavouer ces liens ne sert à rien. C'est une question qui me revient très souvent. C'était la question que l'on m'a le plus souvent posée. Donc, ne désavouez pas vos liens, cela ne sert à rien. Le risque du fichier de désaveu est d'indiquer à Google que tel ou tel site fait des liens, alors que sans que vous en soyez forcément conscient, ce site vient quand même pousser vos résultats. Vous avez besoin seulement, si vous avez besoin de désavouer les liens seulement si vous avez une pénalité manuelle pour l'IA en factice, mais cela arrive très très rarement. Il y a vraiment très très peu de sites qui sont concernés. Et donc maintenant, on a compris que effectivement, il n'y avait pas de gros risques à travailler IA plus netlinking. Pour autant, quand on lance une stratégie de netlinking, faut qu'elle puisse perdurer dans le temps. Et donc, différentes solutions vont être proposées pour ceci, à commencer par travailler avec du lien positionné. Pourquoi? Simplement pour garder cette fameuse sécurité dont on parlait tout à l'heure. Dans une strate de netlinking, oui, on a des pages qui grimpent en position, en puissance. On en a aussi des qui perdent. Et pour commencer, si vous faites du lien positionné, il n'y aura pas de problème d'indexation puisque on fait du lien sur des pages qui existent déjà. En plus de ça, ces pages sont validées par Google dans le sens où elles sont indexées, comme on disait, certes, mais en plus de ça, elles ont déjà des positions. On peut vérifier le fait que ces positions restent dans le temps. Donc, est-ce que mon URL est montante? Est-ce qu'elle est descendante à minima en termes de mots-clés? Généralement, si elle prend en puissance, elle va recevoir aussi plus de liens entrants. La page va grimper, elle va être de plus en plus puissante. Et ce qui va être intéressant via cette solution-là, c'est le fait que le lien soit pris en compte très très rapidement. Parce que du fait que Google ait déjà validé ces pages-là,
ce sont des pages qu'il crawl assez souvent. Donc, il va la crawler plus vite, il va découvrir le lien assez rapidement et à ce moment-là, vous aurez également des résultats plus rapides. Et lors de la précédente édition du SEO Square, pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, j'avais mis en avant donc la rédaction hybride, donc, qui vient associer l'IA et l'humain. Pour un article qui dure dans le temps, voici la méthode que je vous recommande. Alors, premièrement, il faut utiliser l'IA comme un assistant, hein, c'est pas une finalité, on ne va pas utiliser l'IA de manière brute, hein, c'est juste un assistant, une aide. Il faut supprimer tout ce qui est pattern répétitif. On peut avoir du cependant, du crucial, du en somme, en conclusion. Cela signifie que c'est essentiel. Donc, il faut le retravailler pour supprimer ces répétitions qui peuvent vraiment venir polluer le contenu texte. Retravailler l'introduction de façon plus humaine en utilisant des mots de tous les jours. Intégrer un tableau pour résumer le contenu de l'article dans le but de présenter les informations de façon structurée et en fonction de l'intention de recherche. Et ça, Google en est friand, on va beaucoup se positionner sur des positions zéro grâce au tableau. Intégrer, si possible, une citation, un témoignage. Lister 2 à 3 questions qui pourraient se poser au niveau des internautes, au niveau des lecteurs, et les insérer sous forme de FAQ. Google ne présente aussi jamais 2 fois la même balise titre, donc il faut donc les réécrire pour les rendre uniques. Et les H2 sont souvent brutes, il faut les réécrire pour les enrichir avec la sémantique autour de l'article et du paragraphe qui est concerné. Et aussi, pour finir, réécrire une conclusion qui donne envie, par exemple, de commenter ou de donner son avis. Et donc là, on va passer sur la partie tips et netlinking. Pour le coup, on a utilisé principalement ChatGPT, mais aussi d'autres outils d'intelligence artificielle. Le choix s'est porté principalement sur ChatGPT. On va expliquer le pourquoi du comment juste après avec des exemples concrets. En l'occurrence, le premier exemple va consister à trouver comment utiliser l'IA dans une stratégie de choix d'encre. Pour l'exemple, on a utilisé l'outil de SEMJ pour aller chercher des positions sur la requête installation pompe à chaleur. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est dans un temps analyser l'optimisation sémantique du contenu, d'accord? Mais pourquoi? Pour en extraire les mots-clés à travailler. On ne va pas chercher à les ajouter absolument dans le contenu en direct, on va les ajouter à travers des encres. Pourquoi? Parce que finalement, l'ancrage, c'est comme si on ajoutait ce fameux contenu directement dans le texte. Et parfois, ça peut être une stratégie très réfléchie de le faire de la sorte, parce qu'on ne peut pas toujours tout citer dans le contenu texte en lui-même. Et pour autant, il y a des termes qui peuvent être attendus. Typiquement, quand 2 marques peuvent être liées l'une à l'autre dans un sujet, on peut tricher, pas forcément sur de la marque en direct, mais sur des produits similaires qu'aurait une marque et qui a pas l'autre. Enfin voilà, aller chercher de l'encre longue, ajouter des termes qui sont difficiles à ajouter dans votre contenu. Et donc pour ceci, ce qui a été fait, c'était de demander à ChatGPT de nous proposer des encres qui vont nous aider à ranker sur la requête installation pompe à chaleur en s'appuyant justement sur les termes qu'il nous manquait suite au retour de l'outil de SEMJ. ChatGPT, à ce moment-là, me propose une liste d'encres. Par contre, il est super important ici de rappeler encore une fois qu'on est juste sur un assistant, parce que toutes les encres ne sont pas forcément des plus pertinentes ici et demandent quand même le point de vue d'un SEO, d'un netlinker. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le lot, je vais avoir des encres qui vont correspondre à d'autres pages de mon site. Et donc là, je suis obligé de traiter la pertinence des résultats donnés par ChatGPT. Et donc ici, je récupère une vue sur SEO Observer. En l'occurrence, j'ai vu la question être posée tout à l'heure. Je récupère ma liste d'URL, je peux lire les URL pour avoir une première idée, je peux consulter également les contenus de chacun. Le tout, c'est encore une fois de ne pas faire de contresens, ne pas faire de la cannibalisation d'encre pour justement aller chercher les meilleurs résultats possibles à l'intention de recherche, encore une fois. Et donc, je finis par garder ces 4 encres-là. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'elles sont assez longues, donc je ne vais pas avoir des encres suroptimisées.
et je vais pouvoir avoir des encres variées. Ce qu'il y a d'intéressant au-delà d'utiliser l'outil, c'est que lui, il va avoir une approche différente de la mienne. Oui, là, je me suis appuyé sur l'outil de SEMJ, mais je pourrais aussi lui demander de me proposer tout type d'encre super variée et avoir plus d'inspiration pour éviter justement la suroptimisation, la répétition d'encre similaires. Mais encore une fois, attention à bien avoir votre point de vue humain, parce que si on fait de la cannibalisation d'encre, le problème, c'est que demain, il faudra rééquilibrer. Parce que si je lui mets une encre prix, par exemple, vers ma page qui cherche à répondre à du guide, à de l'aide à l'installation aux différentes étapes, derrière, il faudra que je refasse plus de liens pour casser ce mauvais ancrage. Ensuite, on a un deuxième exemple, c'est dans le cadre où on cherche à acheter du lien sur des pages déjà existantes, l'IA peut nous aider à trouver le bon glissement sémantique. En l'occurrence, ici, je lui ai demandé de partir d'une page qui traitait du sujet de l'assurance moto. Et cette page-là est pertinente parce que moi, je travaille sur l'assurance auto, mais finalement, on est dans le domaine de l'assurance véhicule. Et donc, je demande à ChatGPT de consulter la première page et ensuite de m'aider pour mon glissement sémantique. Chose qu'il fait très bien. L'étape 1, à ce moment-là, c'est il analyse l'article, puis il me propose un glissement sémantique et il va jusqu'à me proposer une insertion de lien. Chose que je ne lui ai pas demandé. Il va plus loin que la demande en soi. Ce qui m'intéresse ici, c'est que derrière, je vais pouvoir avoir un brief parfait pour l'envoyer au rédacteur qui, lui, va modifier le contenu de la page existante. Et à ce moment-là, j'aurai un lien sur une page positionnée dans ma thématique de manière générale. Ici, on est sur un exemple assez facile avec assurance moto pour assurance auto, mais sur quelque chose de plus complexe, il nous aiderait de la même façon. Et donc, le dernier exemple, c'est comment s'appuyer sur l'IA pour trouver les résultats les plus pertinents en sémantique. Déjà, il existe des outils dédiés à ça, type Babar. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai pas de licence pour un outil particulier. J'ai ChatGPT et ChatGPT peut très bien faire le travail. Par contre, là, sur l'exemple que je vous présente à l'écran, je lui rappelle qu'il est expert SEO, qu'il souhaite faire du lien vers telle page. On est toujours sur l'exemple de l'installation pompe à chaleur. Et j'ai récupéré plusieurs URL de la SERP pour qu'il me les classe par pertinence sémantique. Par contre, pour le petit exercice, on lui a ajouté aussi une URL qui est test pack, donc pompe à chaleur. Comment installer une pompe à chaleur? Il est important de noter que cette URL n'existe pas du tout, mais que pour le test, pour la présentation du jour, on l'a ajouté. Ce qui se passe, c'est que là, comme mon URL était très belle, que je vais trouver un super nom, ChatGPT me la classe en deuxième en termes de pertinence. Et justement, ce qui se passe ici, c'est qu'il s'est arrêté à ce qui est écrit sur l'URL, alors qu'en soi, une URL pourrait s'appeler Tartampion, ce serait le même résultat. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le contenu qu'il y a derrière. Et donc, dans ce sens, j'ai refait exactement la même chose avec ChatGPT, mais là, je suis passé par le plugin WebPilot. Et cette fois, je lui demande bien de consulter les pages. Je lui demande de consulter la page qui va recevoir du lien et la page qui va être linkée avec. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce que ChatGPT, justement, me dit que cette page-là a une très belle URL. Par contre, pour que lui, il puisse vérifier la pertinence, il doit pouvoir la consulter parce qu'aujourd'hui, il se demande s'il y a un problème technique ou autre. Toujours est-il que derrière, il n'y a pas de résultat. Donc, il est super important de passer par les plugins. Et pour le petit parallèle avec les autres outils, le souci de Gemini qu'on a utilisé pour cet exercice-là aussi à côté et qu'on ne met pas en avant, c'est que finalement, Gemini, lui, nativement, il ne va pas sur les URL, donc on se retrouve exactement dans ce cas de figure-là. Et on a aussi utilisé Mistral.ai, un outil d'intelligence artificielle, de chat aussi français cette fois-ci, qui m'a fait un classement encore différent, me met mon URL de test en dernier choix également,
Pourquoi? Parce qu'il s'appuie finalement sur les noms de domaine. Alors, j'ai conscience qu'il a consulté les pages parce que derrière, j'ai fait des tests en plus où je lui demande de me résumer le dernier paragraphe en l'occurrence. Par contre, son problème à Mistral à ce moment-là, c'est que il va s'arrêter au nom de domaine dans un temps 1, me dire est-ce qu'il le connaît ou pas, donc est-ce qu'il est pertinent grâce à la puissance du nom de domaine, chose qu'il n'a pas vraiment pu tester. Donc c'est plutôt de ce que je devine entre guillemets, de ce que je comprends, c'est qu'il a une base de noms de domaine qu'il connaît, qui sont pertinents pour lui. Et à l'inverse, mon URL test pompe à chaleur, il me dit ne pas connaître le nom de domaine. Par contre, que mon contenu est trop court pour pouvoir vraiment l'analyser. Or, il y a pas de contenu derrière. Mais ça prouve qu'il est quand même allé un peu plus loin que Gemini. Et ici, on préférera à ce moment-là rester sur ChatGPT. Par contre, sur la présentation que je vous ai fait là, j'utilise le plugin WebPilot, sauf que depuis hier, les plugins ne fonctionnent plus. C'est pas vraiment la bonne tournure. En l'occurrence, ils fonctionnent encore jusqu'au 9 avril. Pour ceux qui les ont déjà installés ou qui ont des conversations qui utilisent les plugins. Sinon, faut passer par les GPTs maintenant, qui vous permettront d'avoir le même résultat en soi, hein. On pourra faire appel à WebPilot, qui ira à ce moment-là consulter les URL comme je viens de le présenter. Par contre, ce qui est intéressant du fait que ça tourne encore, c'est que sur les dernières conversations, maintenant, WebPilot nous renvoie vers sa web app. Donc, il existe une web app WebPilot et on découvre également que le plugin est disponible sur Discord. Donc, pour ceux qui apprécient Discord qui a pas mal le vent en poupe, sachez qu'il y a WebPilot disponible sur Discord également. Pour vous donner donc notre vision du netlinking de demain, notamment face à Google SGE, côté rédaction, il faut s'orienter vers des contenus chauds avec de la data récente et qui répondent à de vraies questions. Cela va rapidement engager les lecteurs et c'est une approche de type Discover, du contenu pas trop froid et en résonance avec les centres d'intérêt des lecteurs et l'actualité également. Pour les contenus evergreen, ils sont de moins en moins valorisés par Google parce qu'ils préfèrent les contenus qui vont refléter les tendances actuelles et les informations plus récentes. Donc cela rend les contenus evergreen moins performants en termes de SEO à l'avenir. Et côté netlinking, toujours face à SGE, ce que l'on recommande, c'est de créer une autorité et une crédibilité aux yeux de Google et de vos lecteurs, d'appuyer sur l'effet buzz et viral pour susciter plus d'intérêt, coupler trafic et linking, c'est-à-dire s'assurer que les liens qui proviennent de sources qui génèrent également du trafic, hein, c'est-à-dire voire même jusqu'à aller à acheter du trafic, et puis penser aussi aux encres longues ou questions et les encres de marque pour diversifier tout cela. Et c'était la dernière slide. Merci à tous pour votre attention. Je voulais aussi vous dire que pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui sont intéressés par des stratégies de lien, je vous recommande de prendre rendez-vous avec nos équipes. Il y aura un petit audit on page détaillé à la clé pour les 20 premières consultations, c'est-à-dire ceux qui vont répondre aux mails qu'on va envoyer demain. On pourra vous proposer un petit audit si vous voulez qu'on vous montre un petit peu voilà, ce qu'on est capable d'analyser sur vos sites et sur vos stratégies. Et puis maintenant, place aux questions. Et je crois qu'on a eu pas mal de questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez encore en poser dans l'onglet questions sur la plateforme. Et on va les sélectionner et répondre à celles qui ont le plus de votes. Alors, je vais couper le partage de la présentation. Normalement, je clique non. J'essaie de regarder. Affichage. Non, j'aurais aimé. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en backup qui peut m'aider à couper la présentation. Ouais, il y en a Georgina qui arrive. Si tu peux juste nous couper la présentation qui est à l'écran. Et on va reprendre les questions ensuite. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors,
Voilà, je vous affiche la question à l'écran. Donc, Nicole, si désavouer les liens ne sert à rien, quoi faire si le overall toxicity score est élevé? Donc ça, c'est l'indicateur de chez SEMrush, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Je pars toujours du principe qu'on peut avoir des liens qui peuvent être toxiques, qui peuvent être détectés comme toxiques, mais attention aux outils qui vous remontent ces informations-là. Il y a toxique et toxique. Je ne recommande pas forcément de désavouer les liens, même si on juge qu'un lien est toxique. Vous pouvez compenser justement les de mauvais liens par de bons liens. Donc, améliorer votre profil de lien pour compenser un petit peu cela, mais allez indiquer à Google que vous désavouez des liens, ça veut également indiquer que vous surveillez cela, que vous manipulez, etc. Donc j'ai tendance à dire ne faites rien et ça se passera bien. Allez, après, je ne sais pas si Damien, tu avais quelque chose également à dire en complément par rapport à ça. Que finalement le souci en fait c'est que comme là on le disait ça va être du SEMrush si je me trompe pas. Personnellement j'ai tendance à pas regarder justement ce type d'indicateur là parce que la vraie question c'est ce qu'en fait Google. Là on est sur des outils tiers en fait, ce sont ces outils tiers qui vont remonter que c'est toxique ou non. Pendant un temps certains de ces outils indiquaient que selon l'ancrage ça pouvait être vu comme toxique alors qu'on était sur des encres ultra pertinentes. Encore une fois, le tout, c'est de laisser Google en décider et se dire que derrière, soit ça apporte rien d'avoir ce type de lien-là, comme on le voyait avec l'exemple des 100 000 backlinks qui pointaient, soit même un lien qui peut être remonté comme spam par un outil tiers pourra vous apporter un minimum de jus. La vraie question, c'est est-ce que ce lien-là est thématique ou pas? Est-ce qu'il est indexé? Est-ce qu'il pousse ou non? Mais un lien toxique, de mon point de vue, aujourd'hui, ce sera compliqué. Et du vôtre, dans le pire des cas, ça remonte sur un outil. Autant laisser Google faire son choix. Et merci beaucoup, Damien. Une autre question de Nicole. Quel type de netlinking est le plus important? Donc, c'est par rapport aux liens texte et liens image, liens sidebar, liens sidewide. Là, et je dirais que le lien texte est le plus pertinent et ce que je recommande toujours, c'est avoir un lien par domaine de référence. C'est-à-dire, il y a un site qui me fait un lien, on va justement éviter de mettre un lien dans une zone commune donc d'un site, par exemple, donc la sidebar ou là dans le footer, etc. Parce qu'on va recevoir X fois de liens que le site a 2 pages. Donc ça, il faut éviter. Il vaut mieux avoir un seul lien, si possible, de la page d'accueil et que le lien soit bien amené sur la page d'accueil. Après, le lien image, oui, ça fonctionne bien aussi, mais il faut l'associer en fait à un alt qui soit pertinent. Voilà pour mon avis. Je vais laisser Damien répondre également. En soi, pour moi, le lien le plus puissant, on va dire que c'est le lien texte au milieu d'un contenu. Ça, c'est super important de le rappeler, qui doit bien être dans le contenu. Idéalement, si il est plus ou moins seul sur la page, c'est encore mieux parce que vous récupérez tout le jus. Le lien image, ça va fonctionner, ça peut être aussi puissant, mais avec une halte bien remplie. Et surtout, la question, c'est où est-ce qu'est cette image-là? En fait, est-ce qu'elle est entourée d'un contenu pertinent, super thématisé aussi ou pas? Et à ce moment-là, j'ai une encre propre grâce à mon balisage alt et tout ce qui entoure ce lien-là est pertinent avec. Le lien sidebar, en soi, le risque, au-delà du fait qu'un domaine répète plusieurs fois ce même lien, c'est surtout si demain vous le perdez en fait. Parce qu'il y a plusieurs fois ce lien qui est répété et le plus gros risque aujourd'hui en netlinking, c'est de perdre des tonnes et des tonnes de backlinks qui pointent vers votre site. Allez, la question suivante. Elora qui demande si c'est pertinent de créer une récurrence de liens tous les mois, à savoir sélectionner une liste de X sites avec un bon TF et créer tous les mois des liens depuis ces sites. Je pense aux plateformes type, voilà, donc il y a iRefere, GetFluence, Mjus, etc. et compagnie. Donc toutes ces plateformes qui vendent du lien vont vous aider justement à gagner en visibilité.
Par contre, effectivement, il y a une récurrence et une stratégie à mettre en place. C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait d'acheter un lien par-ci par-là ou quelques liens tous les mois. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble, une stratégie qui va être déroulée sur plusieurs mois, suivant les objectifs que l'on a. Donc, si on vise vraiment une requête importante, ben, il faut au moins travailler ça sur au moins une année. Et tous les mois, bon, on va essayer de travailler des encres de liens différentes, des sites différents. Alors, je suis pas forcément pour le bon TF, hein, comme Laura peut le mentionner. Le TF, donc c'est l'indicateur de chez Majestic SEO, c'est le Trust Flow. C'est un indicateur qui est facilement manipulable. Moi, je préférais regarder plutôt est-ce que le site est bien positionné, est-ce qu'il a des bons mots-clés associés à mon secteur d'activité, est-ce qu'on peut pas acheter éventuellement un lien sur une page déjà positionnée qui rentre déjà sur un mot-clé qui serait associé donc à mon activité. Donc, mais il y a vraiment une vision de récurrence, mais autour d'une stratégie, et c'est vraiment cet effet-là qui va donner de l'efficacité, parce qu'il faut aussi savoir que Google n'interprète pas immédiatement ce que l'on fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut acheter quelques liens aujourd'hui, mais on n'aura pas l'effet immédiatement. C'est vraiment au bout de quelques mois qu'on l'a. Et cette endurance, cette efficacité que l'on a à poser des liens au fil des mois va faire que justement, Google va voir que des liens arrivent régulièrement depuis des sites qualitatifs, bien thématiques, etc. Et le fait d'avoir cette répétition-là tous les mois et qui reste cohérente et qui soit adapté à votre profil de lien, que vous soyez éligible à recevoir ces liens-là, ben ça va faire que votre site va monter dans les SERP et venir se positionner sur des requêtes qui pourraient vous paraître difficiles, mais qui peuvent être atteignables sur une stratégie comme ça sur le long terme. Juste en complément sur la partie récurrence, en fait, avoir des liens tous les mois, pourquoi pas. Avoir des liens tous les mois pile à la même date, c'est un peu plus surprenant. Et à l'inverse, avoir quelque chose de moins régulier, ça peut être tout aussi logique. Typiquement, sur mars, je suppose que SEMJ a dû recevoir un certain nombre de liens grâce à l'événement qui est en cours. Le mois prochain, il y en aura moins. Et là, on est sur quelque chose de plus naturel, si on cherche à être naturel. C'est oui, on est régulier, mais pas de la régularité en exact non plus. Et c'est ce que nous on essaie de faire sur CMJ, c'est qu'on essaie justement de tous les mois d'allouer un budget pour les liens et tous les mois d'acheter des liens différents, c'est-à-dire on peut acheter un lien qui sera plus gros, plus puissant. Donc chez nous on l'a fait sous forme de fruit, hein. Plus le fruit est petit, moins il y a de jus, et plus il est gros, plus il y a de jus. Donc ça va du raisin jusqu'à la pastèque. On peut acheter par une pastèque sur un mois qui sera plus coûteux. On aura un seul lien et qui va vraiment pousser. Et on peut le mois suivant mettre plusieurs petits liens qui seront moins coûteux, qu'on va étaler également tout au fil du mois, puis essayer de varier également, le type de site et surtout éviter les réseaux de sites. Attention au PBN, n'achetez pas tous vos liens sur un même réseau de sites, parce que si le réseau se fait détecter, et un très bon SEO est capable de remonter et détecter un réseau, si un réseau se fait détecter, automatiquement, l'ensemble des sites qui sont poussés par ce réseau peuvent être tombés, peuvent être tagués comme manipulation. Donc essayez, voilà, vous achetez 30 liens, vous prenez 30 éditeurs propriétaires de sites différents pour essayer de se fondre bien plus dans la masse. Une question de Diane. Y a-t-il des spécificités pour ceux qui travaillent en B2B dans le netlinking ? Spécificité, non, mais on va juste adapter les sites par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous êtes dans le B2B, on va trouver des sites qui sont en rapport avec le B2B pour qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. Et la question derrière, elle va se faire aussi par rapport à l'ancrage. On pourrait avoir le mot-clé en exact pour quelqu'un qui n'est pas en B2B, par exemple, et pour le B2B, mot-clé plus professionnel. Par exemple, la réflexion, elle se fait beaucoup sur l'encre parce que en termes de thématique au global, de sujet de l'article, on sera sur la même chose finalement. Ou si on est sur du pro, on va tendre à rajouter justement ce genre de termes-là. Mais derrière, c'est vraiment aller chercher le mot-clé avec l'approche professionnelle finalement. Et là, on est vraiment sur du B2B. Après, si la SERP, c'est le mot-clé en exact, finalement, le job, il sera pour aller chercher le mot-clé sans professionnel. Mais dès le départ, il y aura une séparation entre B2B et B2C de toute façon. Une question de Karine. Avec les nouvelles mises à jour, est-ce que vous avez montré, vaut-il mieux des liens de la part de sites thématisés ? Votre avis ?
Oui, nous, sur Saint-Just, on va toujours recommander, privilégier les sites qui sont thématisés. Euh, et on voit qu'effectivement, les sites qui sont ultra thématisés, qui sont vraiment nichés sur un secteur, vont bien mieux, se portent bien mieux que les sites qui sont moins bien thématisés. Donc nous, on a tendance à recommander d'aller sur des sites thématisés, bien que parfois, on a quand même des sites qui sont moins thématisés, qui peuvent venir bien se positionner. Mais voilà. Damien, là-dessus. En, en soi, un généraliste pourra fonctionner. Le tout, c'est ce qu'on disait finalement dans la conférence, c'est que le risque du généraliste, c'est d'avoir, par le passé en tout cas, essayé d'avoir de traiter, pardon, plein de sujets, plein de thématiques. Du coup, ils perdent une cohérence thématique avec, ne pas avoir les bonnes approches. Mais par contre, si on avait un généraliste qui avait bien découpé son site, qui avait chacun de ses silos cohérents, bien fermés, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on va tendre à du thématique parce que généralement, on a déjà cette première étape de fait. Les silos, ils sont déjà pertinents les uns avec les autres sur le thématique en fait. Merci Damien. Une question qui est pour toi, celle-ci aussi, pour le quid de l'utilisation de Gemini, maintenant que les études montrent qu'il est plus performant que ChatGPT. Alors moi, Gemini, je l'ai pas beaucoup testé, donc je serais pas pertinent pour répondre là-dessus. Et je te laisse répondre, Damien. Ce qu'il y a d'intéressant avec Gemini, c'est qu'il peut aller voir des SERPs. Après, moi, ce qui me freine par rapport à mon travail, c'est justement le fait qu'il puisse pas aller sur les URL en exact. Euh, pour moi, ce sera beaucoup plus pertinent quand il arrivera à le consulter. Comme je disais tout à l'heure, sur le même exercice, j'ai pris Mistral, Gemini et ChatGPT, et ChatGPT reste au-dessus. Après, c'est à tester. J'ai bien aimé l'approche de Léo hier par rapport au fait que Gemini égale SGE, donc pourquoi pas pousser les tests. Et allez, une question ici de Céline. Quel est le pourcentage d'encre longue, encre de marque à respecter? Au niveau des encres longues et de marque, alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les encres optimisées, il y a aussi les encres qui sont un petit peu neutres. Je dirais que on doit recevoir une grosse majorité d'encres longues, ce qu'on appelle les encres larges, qui seront diversifiées et uniques. On doit recevoir aussi beaucoup d'encre type marque. C'est votre marque, votre URL. C'est ce qu'on a le plus dans le profil de lien. Mais celles-ci, bon, sont un petit peu à part. Ce sont des encres qui sont naturelles et qui arrivent automatiquement parce qu'à chaque fois qu'on fait un lien vers votre site, et qu'on vous mentionne, on met souvent un lien vers la page d'accueil et souvent on met même l'URL. Donc, c'est les liens que vous allez recevoir le plus. Après, pour les encres optimisées, bon, qui sont pas mentionnées sur la question, les encres optimisées, par contre, là, il faut faire attention. Il faut vraiment essayer de les utiliser seulement sur les spots qui vont pousser le plus, c'est-à-dire sur les liens les plus chers que vous allez acheter pour avoir un maximum de jus au travers de l'autorité du domaine qui vous fait le lien. Il faut les limiter, que ce soit cohérent. En fait, il faut toujours se dire, quand on regarde un profil de lien, est-ce que les encres qui sont reçues sont cohérentes? Est-ce que ça ressemble à un vrai site qui n'a jamais fait de lien, d'achat de lien? Et nous, sur Samus, c'est ce qu'on essaie de reproduire, d'avoir une mixité d'encres qui font qu'on n'a pas trop d'encres qui vont se répéter et que l'on reste cohérent avec des encres marques, des encres URL, c'est-à-dire qui reprennent le nom de domaine, et des encres larges, c'est ce qu'on va retrouver le plus, et on va se permettre d'intégrer également quelques encres optimisées au milieu de tout ça, plus des encres également un petit peu plus génériques comme Kikeition, Savoir Plus, etc. Voilà. Et pour moi, finalement, la question, elle est à prendre dans l'autre sens. Le pourcentage, il se posera plus sur l'encre optimisée, qu'on va devoir réfléchir URL par URL et pas sur le domaine complet. Mais sinon, avoir des encres longues marques, finalement, ça fait pas de mal. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Ça nous permet de varier. Et le pourcentage d'encre optimisée, pour le coup, lui, on va dire qu'il varie
selon les SERP, mais que de manière générale, on va tourner autour des 8-10% pour rester vigilant, bien que ces derniers temps, les SERP s'ouvrent beaucoup plus aux encres optimisées. Le tout, c'est de ne pas oublier que par le passé, il y a eu le filtre pingouin et donc de travailler là aussi sur le long terme, comme on disait tout à l'heure, être vigilant sur la durée, parce qu'en soi, une stratégie netlinking se réfléchit pour le temps, dans le temps, pardon. Une question de Jérémy. Concernant le netlinking, les liens pointant vers un site externe sont-ils aussi importants que les liens externes pointant vers notre site? Donc, je pense qu'il a voulu dire les liens externes par rapport aux liens internes vers notre site. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais nous, on peut intégrer des liens internes dans des articles que l'on fait pour nos clients vers une page en relation sur le blog de l'éditeur, sur le site de l'éditeur. Donc ça reste une bonne pratique, ça permet de créer du maillage. Il faut toujours penser que ceux qui vont mailler correctement leur site vont optimiser vraiment la pertinence de leur site. Et souvent, ça permet aussi de venir linker des sujets qui sont proches et qui étaient un petit peu plus anciens et de remailler, de redistribuer un petit peu du jus suivant tout ça. Mais après, non, il n'y a pas de... un lien reste un lien. Le jus sera aussi bien transmis vers une page interne que vers une page interne. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, si j'ai bien répondu à la question. Damien, je te laisse y répondre aussi. Dans le doute, je dirais que faut que les deux stratégies soient cohérentes en fait. Si on fait du lien externe vers une page et que à côté cette page-là reçoit aucun lien en interne, on envoie des signaux qui sont pas identiques à Google. D'un côté, on dit cette page est super importante parce qu'elle reçoit du lien, mais au sein même de notre propre site, finalement cette page-là on l'a délaissée. Donc on va aussi chercher à la rendre importante avec le maillage interne à ce moment-là. Allez, je prends cette question de Sarah. Sur le marché des backlinks, aujourd'hui, on trouve beaucoup de BL pourris vendus cher parce que basés sur des KPI trafic, il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour bien choisir ces BL, lesquels. Oui, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Tout à l'heure, on en a parlé. Tout à l'heure, on a parlé du fameux trust flow. Donc, il y a différents indicateurs. Aujourd'hui, nous, on va se baser, comme on l'a dit, sur les mots-clés, sur les mots-clés d'un site, parce que justement, on peut se positionner sur du faux trafic, manipuler justement les stats, mais aujourd'hui, non, nous, ce qu'on regarde, et l'algo de SEMJust, justement, en tient compte. On est capable d'identifier des mots-clés qui sont pertinents et des mots-clés qui le sont moins, pour éviter justement de vendre des liens qui soient pas forcément à hauteur du prix que l'on a payé. Voilà. Et après, il y a aussi une notion aussi, est-ce que en fait, comment se positionne aussi le site. Voilà. Je te laisse aussi répondre pour ta partie, Damien. Moi, ce que je vais regarder de mon côté, ça va être les mots-clés positionnés du site de manière générale, de l'URL. Est-ce que l'URL est bien thématisée ou pas? Et quand je parle de thématique de l'URL, c'est aussi bien la page en elle-même que les contenus qui lui sont liés, ne serait-ce que la catégorie, par exemple. Après, sincèrement, pour bien acheter du BL, faut s'appuyer sur un certain nombre de métriques. Pareil, dans quel sens va le site? Est-ce qu'il est en phase montante ou descendante? Là, je parle en termes de mots-clés parce qu'effectivement, le trafic estimé, on va éviter de le prendre en compte trop facilement manipulable. Le trafic, si on avait une Search Console, là, on pourrait, mais sinon, moi, je suis principalement sur le nombre de mots-clés, les positions de ces mots-clés-là également. Et encore une fois, est-ce que c'est bien thématisé ou pas? Et je crois que on arrive à la fin. C'est une dernière pour le plaisir. Où est-ce qu'on achète des liens? Chez Samjus ou chez Next Level. Voilà. C'est la dernière. On devait couper à 14h20. On est on est bon. pile sur le timing. On va laisser peut-être Georgina reprendre la main. Alors, on ne t'entend pas. Tu as ton micro coupé, Georgina.
J'ai le micro qui est coupé. En tout cas, ben, merci à tous pour votre attention. On espère que ça vous a intéressé pour rester un petit peu un complément de ce que j'avais pu faire il y a quelques mois sur le précédent webinaire, toujours associé au netlinking et à l'IA. Voilà. Et Georgina donc est On n'a pas le micro. toujours en muet. Voilà. Donc, mais on va pouvoir couper. Merci à tous Merci à et tous. n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On y répondra avec grand plaisir. À très bientôt. À ce soir. Merci à tous.